Paris, vous devez maintenant m'entendre. Nous allons commencer à enregistrer d'ici 3 minutes environ. Paris, vous devez maintenant m'entendre. Nous allons commencer dans 3 minutes environ. Paris, vous devez maintenant m'entendre. Nous allons commencer dans 3 minutes environ. Restez toujours à l'écoute, Paris. Restez toujours à l'écoute. Le jeu est interrompu, comme vous le voyez. L'horloge n'a toujours pas continué à tourner. Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, ça ne fait que 20 secondes de jeu effectif. Restez toujours là, Paris. Il faut que nous attendions encore 2 minutes de jeu effectif avant de commencer. Ici la patinoire des Vernets à Genève pour le match de hockey sur glace, le dernier match de ces championnats du monde de hockey sur glace 1961 entre l'Union soviétique, maillot clair, jouant à droite et attaquant à ce moment-ci le but canadien dont le gardien Martin vient de faire un magnifique arrêt sur le shoot qu'avait tenté le russe Alexandrov. Martin que vous voyez ici.
la tête, le visage protégé par une sorte de petit masque. Et s'est révélé aujourd'hui un gardien de but extraordinaire puisqu'il n'a laissé passer aucun but devant les attaques soviétiques alors que les Canadiens ont marqué 4 buts et mènent au début de cette troisième période par le score de 4 buts à 0. Si les Canadiens, d'ici 18 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire d'ici la fin de la partie, environ 25 minutes de temps d'horloge, conservent cet avantage, et même s'ils ne conservent que 2 buts d'avantage, ils auront remporté le titre de champion du monde 1961. En effet, les Russes, ce serait pour eux leur deuxième défaite. Tir du 15 canadien, c'est-à-dire de Tampellini, mais le Palais est revenu à peu près vers la zone neutre. Nouvelle attaque des Canadiens. La défense soviétique dégage, elle dégage par son aile droite. Au centre maintenant le Palais. Tire que le gardien canadien, qui est un merveilleux joueur, a une fois de plus arrêté. Et c'est un changement de joueur. Un changement de joueur, vous savez qu'une équipe se compose de 15 hockeyeurs. Les sportifs le savent, tous les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Mais le capitaine de jeu peut à tout moment changer et relayer, si vous le voulez, ces joueurs par d'autres joueurs, mais à tout moment sur la glace, il y a le gardien de but dans une équipe, plus 5 joueurs, c'est-à-dire 2 arrières et 3 avant, sauf si l'un d'entre eux ou 2 d'entre eux sont en prison. Engagement tout près de la ligne début canadienne, ou de la ligne canadienne début. Les Russes ont imprimé au jeu, au début de cette troisième période, un tempo extrêmement rapide. Ils veulent absolument sauver l'honneur. Je ne pense tout de même pas qu'ils puissent. Je ne leur dénie pas la possibilité de sauver l'honneur, mais je ne pense pas qu'ils puissent remonter le handicap de 4 buts de retard. Les Canadiens, en effet, au début de ce match, sont partis en trombe et donnent actuellement, il faut bien le dire, une petite leçon de jeu aux Soviétiques. Ce qui ne veut pas dire que les Soviétiques jouent mal. Regardez la manière dont leurs défenseurs se rabattent. Ici, Sidorenko a repris le Palais. Et le Palais s'en va là-bas très loin, derrière la ligne de but. Non, il est repris par la défense soviétique qui avance, qui avance, qui avance. Les Soviétiques patinent merveilleusement. Ici, Almetov a fait une action un tout petit peu trop personnelle, ce qui n'est pas dans le style soviétique. Les Soviétiques faisant des jeux de passe continuels. McLeod pour le Canada à le Palais. Non, les Soviétiques, le Soviétique Ragoulin a sprinté et lui a pris le Palais. Vous remarquerez tout au long de la partie, si cette troisième période est a le même visage que les 2 premières, que les Soviétiques patinent extrêmement vite, mais que les Canadiens jouent mieux. En tous les cas, c'est une très belle partie. Elle ne ressemble pas au match Yougoslavie-France que nous vous avons transmis en direct jeudi dernier. Aujourd'hui, c'est du grand, c'est du très grand hockey. Casqué de blanc, le Canadien McLeod se rabat vers son embut, reprend le Palais qui voltige en ce moment-ci une sorte de recherche du deuxième souffle chez tout le monde. L'une des armoires à glace canadiennes, Smith, a lancé le Palais très loin. Le jeu est un tout petit peu décousu. Contre-attaque des Soviétiques par l'aile gauche. Yursinov tire au but. Non. Au dernier moment, vous avez vu un joueur canadien a foncé sur lui et l'a empêché de tirer. Sologubov, le doyen de l'équipe soviétique, a passé le Palais très loin en avant, trop loin en avant. Et le gardien Martin pour le Canada dégage à McIntyre. McIntyre qui lance sur la droite. Mais le numéro 3, qui est l'un des meilleurs joueurs soviétiques, qui est Tregubov, vous donne une petite démonstration, une petite leçon de son art, du patinage, de son art, du hockey. Regardez le Tregubov, regardez, il crochette tous les Canadiens. Malheureusement, ici encore, jeu personnel, ça passe et reprise. Tire sous un angle défavorable. Et le Canada a une fois de plus évité de laisser les Russes sauver l'honneur et déborde par Picoche. Mais le tir, le centre de Picoche n'était pas précis. Et le jeu revient au centre du terrain. Dommage que Sologubov, là, ait fait une faute de patinage au moment où il pouvait partir à l'attaque. Et comme il y a là dégagement trop lointain, dégagement interdit, comme les Américains ont dégagé trop loin derrière la ligne de l'embut soviétique, il devrait y avoir normalement, si le règlement est appliqué, un engagement tout près des buts canadiens. C'est ce qui se passe. Engagement, Lagasse, numéro 5, le seul Canadien français de l'équipe à engager pour le Canada, continue avec le Palais, descend tout seul, se fait prendre le Palais.
mais voici qui fait, si je puis dire. Les Russes ont encore une fois évité une attaque dangereuse. Les Canadiens pressent les filets soviétiques et les Soviétiques, je vous l'ai dit, n'ont qu'un seul désir maintenant, essayer de sauver l'honneur. Descendant par la droite, les frères Maïerov. L'un d'entre eux a tiré au but, c'est Eugène, je crois. Mais la défense canadienne ne laisse rien passer et le 5 l'agace. Et l'un des bons joueurs, actuellement c'est l'armoire à glace canadienne Ferguson, qui passe le palais au centre. La défense soviétique s'est repliée, contre-attaque, très beau patinage, très beau style de patinage de Tarchinov, qui malheureusement perd le palais. Mais le palais va tout de même à l'un de ses coéquipiers, à Maïerov. Maïerov, qu'est-ce qu'il fait? Non, si! Tarchinov a eu le palais, va-t-il tirer? Il a tiré trop loin. Les Soviétiques, à force de faire continuellement des passes, n'ont pas le courage. Ils ont peur, je crois, ils sont trop timides, ils ne tirent pas le coup. Il est vrai qu'on ne sait pas très bien quelle tactique appliquer lorsqu'on est mené par 4-0. Les Soviétiques devraient alors, à mon avis, tenter le tout pour le tout, se livrer à un jeu uniquement d'attaque. Les Soviétiques ont déjà été battus par la Tchécoslovaquie 6-4. Les Canadiens, eux, ont fait match nul contre la Tchécoslovaquie 1-1. La Tchécoslovaquie n'a pas subi de défaite, a eu un match nul avec le Canada. Le Canada a eu forcément un match nul avec la Tchécoslovaquie. S'il gagne ce match, le Canada, les équipes tchèques et canadiennes seront à égalité de points. Mais c'est le goal average qui les départagera. Et comme les Canadiens ont fait des cartons contre de nombreuses équipes, ils gagneront au goal average. Hier encore, ils ont battu, ces Canadiens, ils ont battu les Finlandais 12-1. Alexandrov descend, Alexandrov sprint, tire. Ce n'était pas exactement un slap shoot puisque le palais est passé au-dessus des bois. Un slap shoot, c'est lorsque le palais glisse sur la glace. Et vous voyez que le jeu va tout de même très très vite. Tregoubov s'est rabattu. Les deux arrières soviétiques se gênent. Loktiev est reparti, passe au centre. Alexandrov a raté la réception. Mais Almetov là. Seulement contre Almetov, il y a eu Sly, le Canadien, qui a empêché d'attaquer. Et de nouveau, nous sommes dans la zone de défense des Soviétiques. Almetov jongle avec le palais. Almetov forme avec Loktiev et Alexandrev l'équipe centrale du club sportif de l'armée soviétique. Ce sont des hommes qui sont habitués à jouer ensemble très souvent, mais contre ces armoires à glace volantes, comme par exemple ce Jones. Regardez ce Jones, ce Canadien qui file, qui bouscule quasiment tout sur son passage. L'arbitre n'a pas vu que Tregoubov a touché le palais de la main, mais l'arbitre, lui, n'a pas la télévision. Alexandrov tire, mais il tire sous un mauvais angle. Et vous voyez que lorsque les Canadiens... Tchitov, le goal soviétique, a sauvé son pays d'un 5e but. Je disais que les Canadiens ont des actions, d'une part, plus improvisées et d'autre part, des actions d'ensemble, alors que les Soviétiques appliquent sur la glace la théorie qu'on leur a apprise et qu'ils possèdent d'ailleurs sur le bout du palais, qui est de faire des passes continuelles. Le jeu soviétique est rapide, mais il est didactique, tandis que le jeu des Canadiens est un jeu plus inspiré. Descente de Yursinov, lequel se fait prendre le palais par les défenseurs canadiens. Vous voyez que le palais va d'un bout à l'autre de la patinoire. Ragouline vient de le passer à Yurchikov. Et c'est un coup de sirène qui indique que nous en sommes à la 10e minute de jeu effectif sur les 20 minutes de jeu effectif que comportait la 3e période, comme toutes les périodes que l'on joue en match de hockey. Par conséquent,
Les deux équipes changent de côté. Le chronomètre, lui, s'est arrêté. Les soviétiques vont jouer à gauche et tenter maintenant de marquer vers la droite de l'écran. Les Canadiens, eux, jouant à droite et essayant de marquer sur la gauche. Ici, le goal canadien, Martin, que vous avez vu faire une partie formidable, essuie son casque. Il a absolument besoin d'y voir clair, cet homme. Les soviétiques, voyez-vous, on pensait qu'ils avaient plus d'imagination qu'ils n'en ont en réalité. Ce sont de superbes athlètes de la glace, mais ils n'ont, à mon avis, qu'un souci majeur en tête, ce que l'on appelle le power play, c'est-à-dire l'occupation de la zone de défense adverse et le harcèlement continu du système défensif qui leur est opposé. Mon excellent confrère Fernand Albarel l'expliquait encore de sa plume alerte de connaisseur, de grand connaisseur de hockey hier matin, et je partage entièrement son avis. Les Canadiens, eux, ont délégué, comme ils le font presque tous les ans, non pas une équipe nationale, mais une équipe de club. Le finaliste, battu d'ailleurs de leur championnat national amateur, et ils ont une équipe plus soudée. Descente de Sniedkov qui passe derrière la ligne d'en-but canadienne, mais contre lui, il a Smith. L'armoire à glace volante, comme dirait Fernand Alvarez, et par conséquent, c'est extrêmement difficile de jouer contre Smith. Le jeu est heurté sans être rude. Les deux arbitres suisses le hachent, à mon avis, mais c'est le péché mignon des arbitres, d'un tout petit peu trop de coups de sifflet. Mais enfin, dans un match qui donnera le titre mondial, il vaut mieux être plus précis et plus sec et plus dur dans ses jugements qu'un autre. Smith a arrêté l'attaque soviétique. Et de nouveau, c'est une attaque canadienne par Picoche. Picoche tire. Mal. Lénardon, lui, le Canadien, se voit prendre le palais par toute la défense soviétique repliée. Sidorenko a raté la passe que lui a envoyée Ragouline. Et il est obligé d'envoyer derrière la ligne d'en-but à Ragouline qui reprend le palais. Crochette, le Canadien, qui fonçait vers lui. Attaque sur l'aile gauche soviétique. Va-t-elle aller très loin? Ils ont là une belle occasion de marquer. Non, là, une passe. Et voilà ce que c'est de passer, sinon à tort et à travers, du moins de passer constamment. On est devant le but adverse, il faut tirer, il faut prendre le risque de tirer, surtout messieurs, quand vous êtes menés par 4-0. Mais enfin, la force des soviétiques, évidemment, est dans leur rythme extrêmement rapide de jeu et dans la puissance de leurs arrières comme Sologubov et Tregubov, qui portent les numéros 2 et 3 et qui sont des joueurs extraordinaires. Mais leurs attaquants ont peur de conclure. Les Canadiens, vous voyez, tirent sous tous les angles, ça marche ou ça ne marche pas, là ça n'a pas marché, puisque Tregubov s'est saisi du palais et que Tambellini, le Canadien, est obligé de se rabattre. Tregubov monte, l'arrière qui joue en avant de pointe. Les places sont beaucoup moins précises, beaucoup moins définitives en hockey, bien sûr, que par exemple en football. Et là, le palais va être remis en jeu puisqu'il s'est coincé contre la balustrade. Les deux hommes ressemblant à des zèbres, c'est-à-dire les arbitres, tous deux arbitres suisses d'ailleurs, celui qui couvre l'autre côté de la patinoire, va engager le jeu. Le 16 pour la Russie, c'est Starchinov. Et c'est Mayorov qui s'est saisi du balai, a tiré. Est-il rentré? Est-il rentré à mon avis? Oui. Moi j'ai vu le palais rentrer. Moi il me semble que Mayorov a marqué. Oui. L'arbitre le dit. L'arbitre a vu le palais rentrer comme nous l'avons vu tous ensemble. Et les soviétiques connaissent là un moment fort plaisant pour eux. Ils réussissent à sauver l'honneur. Mais il ne leur reste plus que 9 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire environ 15 à 16 minutes à jouer, et je ne pense pas qu'ils puissent remonter leur handicap de 3 buts de retard. D'autant plus que les Canadiens vont vraisemblablement reprendre du poil de la bête. Hockley remonte. Un corps soviétique l'arrête. Contre-attaque soviétique à nouveau. Mais l'agacé, le Canadien français a repris le palais, redescend, passe à Tambellini, va passer à Tambellini. Mais non, vous voyez le Canadien, au lieu de passer, il a préféré tirer. Au lieu de passe, le tir, une différence essentielle entre le jeu canadien et le jeu soviétique. Le goal soviétique, là,
se dit que s'il n'avait pas laissé passer 4 buts, son équipe mènerait à 0 au lieu d'être menée 1-4. Mais il ne faut pas en vouloir au pauvre Tchinov qui a fort bien joué. Il est très difficile de résister au terrible shoot des Canadiens. L'armoire à glace volante passe à McIntyre. McIntyre qui descend le long de la corde, le long de la balustrade, voulais-je dire, qu'il est descendu trop vite. Le palais à Sidorenko, URSS, qui attend. Qu'est-ce qu'il attend? Tire! Passez, monsieur Sidorenko! Il attend, il a laissé à toute la défense canadienne le temps de se replier. Aussi Léod, l'homme au casque blanc, a-t-il eu le palais. La passé à Jones, Jones qui passe à Smith. Mais l'arbitre siffle un hors-jeu, car lorsque Smith a reçu le palais, il avait dépassé la ligne de zone. Vous savez que la patinoire est divisée en 3 par ces larges bandes horizontales que vous voyez. Il y a pour chaque équipe, en partant de son propre but, la zone de défense, la zone neutre et la zone d'attaque. Et lorsque l'on est en attaque, on ne peut pas passer de zone à zone, ou lorsque l'on fait une passe d'une zone dans l'autre, il faut que le palais ait pénétré dans la deuxième zone avant le joueur. Contre-attaque, belle contre-attaque, Picoche et Sologoubov s'accrochent, tombent l'un sur l'autre. Le hockey n'est pas un jeu de petite fille, bien au contraire. Tregoubov a le palais, c'est à mon avis le meilleur joueur soviétique. Personne n'ose s'attaquer à lui, il cherche, il attend. C'est un tout petit peu maladroit. Et vous voyez, c'est toujours la même chose à force de chercher toujours les passes. Les soviétiques permettent à la défense canadienne de se replier. Et là, le public rouspète parce que la défense soviétique a laissé un dégagement canadien aller très loin, aller derrière la ligne de l'embut. C'est-à-dire, elle a cherché le dégagement interdit. Le dégagement interdit, je vous rappelle la règle, l'équipe pressée sur ses buts doit dégager le palais par passe de joueur à joueur, mais non pas très loin en avant. Le règlement dit délibérément très loin en avant. Et là, il y avait à la limite le fait que le soviétique a laissé le palais venir en arrière de sa propre ligne de but, c'est-à-dire que l'arbitre lui a appliqué le règlement, a dit qu'il y avait du dégagement interdit et a fait l'engagement de jeu tout près, très près de du but canadien. Mais les Canadiens vexés repartent à l'attaque. Tirés! Non, les Soviétiques se sont repliés. Au fond, les Canadiens qui ont maintenant encore 3 buts d'avance alors qu'il reste 6 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire 9 à 10 minutes de jeu, n'ont guère de raison spéciale de foncer. Picoche joue un peu à la baballe. De l'autre côté, Lénardon vient à la rescousse. Le jeu est toujours aussi rapide, mais plus toujours très précis. Oh là là! Eh bien, il est rare de voir un Canadien bousculé par un Soviétique. En général, c'est le contraire qui se produit. Lénardon s'est relevé, a repassé le palais. Là, c'est mieux, ça. C'est mieux pour les Soviétiques. Malheureusement, Sniedkov tombe contre 3 défenseurs canadiens. Et c'est de nouveau une attaque des Canadiens. Mais Tregoubov, le 3, sauve son but. Un passé à Yakouchev. De Soviétiques se gênant un tout petit peu. Vous remarquerez qu'il arrive aux Soviétiques de se gêner et il arrive rarement aux Canadiens de se gêner. Tregoubov seul, l'arrière qui vient jouer en avant, tire au but, mais tout de même de très loin. Et Tambellini peut reprendre le palais. Non, il a Ragouline contre lui. Cafouillage entre Ragouline et Tambellini. On devrait siffler pour faire un engagement. C'est ce que l'arbitre choisit de faire. Engagement tout près des buts canadiens, donc moment dangereux. C'est Starchinov qui engage pour les Russes, Lagacé pour le Canada. Posez vos crosses, messieurs, sur la glace, sinon l'arbitre ne mettra pas le palais. Posez vos crosses sur la glace, voilà. La rondelle a failli aller dans les jambes de Martin, le défenseur canadien, mais au dernier moment, l'un de ses arrières l'a sauvé. Les Soviétiques sont là en bonne position pour tenter de marquer un autre but, mais voilà que Ferguson
est venu à la rescousse. Le pauvre Starchinov, lui, a des ennuis avec l'Agacé, lequel l'Agacé, bien qu'étant tombé, va lui reprendre le palais. Oh, que c'est joli ça, c'est un peu cafouilleux, mais c'est joli quand même. Et là, l'Agacé tombe une deuxième fois sur le palais. Vrai ou faux, erreur ou non, je ne suis pas certain qu'il ne l'ait pas fait exprès. Je me demande ce que va juger l'arbitre. Va-t-il lui mettre 2 minutes de pénalité? Non. Et c'est un changement de joueur. Arrive pour le Canada le 3 Fletcher, le 16 McLeod, reconnaissable à son casque blanc, et le 9 Sly, qui est un excellent sprinter. Nouvel engagement, c'est Starchinov de dos qui engage pour les Soviétiques et Jones qui engage pour les Canadiens. Il reste 4 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire 6 minutes d'horloge. Le Canada ne peut plus être battu pour le titre de champion du monde. Actuellement, Sly, le sprinter de l'équipe, travaille à faire en sorte que le temps passe le plus rapidement possible. On joue la baballe, on joue le papalais, si je puis dire. C'est peut-être assez dangereux, mais les Canadiens ont délibérément, depuis quelques minutes, depuis le changement de côté, renoncé à attaquer. Ils défendent leur avantage acquis. Ils ont envie d'être champions du monde cette année. Ils l'ont été 18 fois depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ils ont perdu le titre après l'avoir eu entre autres en 58 à Prague et en 59 à Oslo. Ils l'ont perdu en 60 à Squaw Valley. Ils l'ont perdu aux joueurs des États-Unis. Et là, ils vont reprendre ce titre, puisqu'au goal average, ils auront marqué plus de buts que l'équipe de Tchécoslovaquie. Par exemple, contre les Soviétiques, les Tchèques ont gagné 6-4. La victoire canadienne est un tout petit peu plus nette. Les Soviétiques semblent maintenant avoir compris qu'ils n'ont plus le temps de rattraper leur retard. Tandis que les Canadiens, eux, par McLeod, vont attaquer encore une fois. Tir. Non. Oh là là là, le 17, c'est-à-dire McIntyre, a raté la passe de McLeod, l'homme casqué de blanc. Et Tchinov, lui, était sorti à bon escient. Très belle attaque de Loktchev. Loktchev qui crochette tout le monde. Marc perd son équilibre, se retient au bras de l'armoire à glace Fletcher. Et dans 3 ou 4 minutes maintenant, nous allons voir le dernier moment de ce championnat du monde de hockey sur glace qui a été passionnant d'un bout à l'autre et dont vous aurez pu suivre en direct ou en différé 4 des plus beaux matchs. Picoche seul devant les buts canadiens, non. Sologubov, le doyen, l'homme qui a 37 ans, Sologubov s'est rabattu sur lui. Il s'est rabattu d'une manière irrégulière, ou à la limite de l'irrégularité. Il reste, vous le voyez, de la minute 17 à la minute 20, c'est-à-dire 3 minutes de jeu effectif, environ 5 minutes d'horloge. L'arbitre n'est plus tellement tatillon pour engager le palais. Mauvais moment pour les Soviétiques, mais contre-attaque par Almetov. La défense canadienne veille au grain sur le palais l'envoie très très loin là-bas et Alexandrov a quelque mal pour s'en saisir. Les jeux sont faits et même s'il y avait là concrétisation de l'avantage territorial soviétique, cela ne changerait vraisemblablement rien au résultat. Les Soviétiques, vous le voyez, tirent. Ils tirent trop rarement. Vous voyez comme moi, mesdames et messieurs, que les Russes sont dans le camp de défense, dans la zone de défense des Canadiens depuis 5 ou 6 minutes et qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leur avantage. Là, Tregugov jongle, on se demande pourquoi, passe à Sologubov qui rate et il va tirer. Bravo! Bravo! Faute de Sologubov! Faute de Sologubov que vous avez vu. Vous l'avez vu, vous l'avez même senti une seconde avant qu'il ne l'a commis, Sologubov, et cela a permis aux Canadiens de marquer leur 5e but à 2 minutes de la fin de la partie. McIntyre et McLeod, eux, n'ont pas laissé passer la faute soviétique, n'ont pas laissé passer la faute soviétique. À force de faire des passes tout le temps, on se fait dépasser, si j'ose m'exprimer ainsi, par les événements et par l'adversaire réuni.
Voilà, nous en sommes à 5-1. Alors là, les Canadiens veulent peut-être profiter de la minute 45 secondes de jeu effectif qui reste pour porter la marque peut-être à 6-1. On attendait leur victoire, on n'attendait pas qu'elle fût si nette. Hockley prend le palais, crochette deux adversaires, écarte la crosse d'une main, fait le tour de la patinoire, on se croirait au vélodrome d'hiver. Et un cycliste faisant le tour, enfin l'ancien vélodrome d'hiver, ou sur n'importe quelle piste d'ailleurs. Et là, c'est un solo soviétique. Ils connaissent la musique, ils veulent donner le ton. Le tir a été arrêté, le tir de Yakouchev a été arrêté par le montant du but. Il reste 1 minute 20 secondes de jeu effectif et cela va être le dernier ou peut-être l'avant-dernier changement de joueur. Eh bien, ce titre de champion du monde revient finalement à la meilleure de toutes les équipes, aux Canadiens. Les Canadiens qui se sont contentés d'un match nul avec les Tchèques l'autre jour, 1-1, et qui aujourd'hui, vous le voyez, dominent les Soviétiques. Ils dominent, j'entends bien, en technique, ils ne dominent pas en patinage pur. Le patinage pur donne aux Soviétiques la domination territoriale, mais ils ne concrétisent pas cet avantage territorial. Il reste 1 minute. Par conséquent, selon le règlement, les Soviétiques auraient le droit de laisser leur gardien de but sortir pour tenter d'être le 6e homme sur le terrain. Smith, l'un des plus costauds des Canadiens, a commis une erreur, était offside, a passé la zone de défense soviétique avant que le palais n'y fût entré. Il aurait dû à ce moment-là se tourner et patiner à reculons comme ça. Il aurait été dans les règlements, c'est pour ça qu'il y a un engagement tout près des buts canadiens. Il reste aux Soviétiques 50 secondes, messieurs, si vous voulez marquer un deuxième but. Non. Les Canadiens vont regagner pour la 19e fois le titre de champion du monde de hockey sur glace depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ce n'est que justice. Chaque fois qu'ils ont eu la possibilité de tirer, ils ont tiré. Ils ont marqué. Oh, ça, c'est peut-être un petit coup d'épaule inutile. Au milieu du jeu, il aurait peut-être été sanctionné. Encore quelques secondes à jouer. Il reste 15 secondes à jouer. 15 secondes de jeu effectif. Chinov a renvoyé d'un geste un peu dégoûté le palais derrière sa propre ligne de but. Dernière attaque des Soviétiques. Encore 8 secondes. Encore 5 secondes. Tirez donc, messieurs. Pas de passe. Tirez. Tirez les premiers. 1 seconde, messieurs. 1 seconde. 0 seconde. Le championnat du monde de hockey sur glace 1961 est terminé par la victoire de l'équipe canadienne composée de Smith, Fletcher, Ferguson, Lagacé, Rusnell, Hockley, Sly, Picoche, Lénardon, Christofoli, Jones, Tambellini, McLeod, McIntyre. Le Canada a gagné tous ses matchs à l'exclusion d'un match nul avec la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie et le Canada sont imbattus, mais au goal average, les Canadiens gagnent de loin. Première période 1-0, deuxième période 2-0, troisième période 2-1. C'est-à-dire que le score final est de 5-1 et c'est la physionomie habituelle de l'envahissement du terrain de jeu par le public et les supporters déchaînés. On va jouer maintenant l'hymne canadien et en ce qui me concerne, mesdames et messieurs, je prends congé de vous, de cette patinoire d'Evernay à Genève, premier Canada, deuxième CSSR, c'est-à-dire Tchécoslovaquie, troisième URSS, quatrième Suède, vous savez lire, voici la fin du classement de la poule A. La France, je vous le rappelle, jouait en poule C et a fini 2e sur 6, deuxième de la Roumanie.